petite introduction. Pourquoi avoir décidé d'aller filmer et photographier avec un photographe les phoques? Un jour, en parlant avec Franck Renard, qui est le photographe que j'ai filmé pour le film des phoques, on s'est dit, tiens, on aimerait bien filmer un animal qui est très sauvage, qui est quand même important en Europe, mais il avait choisi le phoque gris. Mais il n'avait pas du tout envie d'aller en Angleterre, où il y a énormément de phoques gris, mais où il y avait énormément de visiteurs. Donc il ne voulait pas ça. Il voulait aller à un endroit où c'est calme. Ce qui est vraiment agréable ici, c'est qu'on a l'ambiance de la mer, le bruit des vagues, le sable gris, le ciel qui change de couleur tout le temps, la proximité des animaux. Il y a évidemment quelques photographes, quelques observateurs sur la plage, mais on garde une impression de tranquillité, de quiétude. Donc c'est autrement plus agréable de faire des photos dans un environnement comme celui-là qu'entouré de centaines de personnes, même si leur présence est légitime aussi, évidemment. Donc je préfère de loin un environnement, une ambiance comme ceci. On a quand même l'impression d'être dans un cadre un peu sauvage, ou en tout cas un peu tranquille. Ce qui est remarquable dans ce film, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent à l'histoire de la baie de Somme et des phoques. Et il y a effectivement des animaux qui sont dans le film qui s'approchent de l'homme, alors que chez nous, on a effectivement des comportements où on a des animaux qui fuient, parfois, pas tout le temps. Et ils fuient lorsqu'ils sont sur les bancs de sable, parce que vous avez des promeneurs qui s'amènent directement vers eux, ou des cavaliers qui s'amènent aussi directement vers eux. C'est moi qui vais vous poser des questions. Alors, c'est Laetitia qui va répondre. Combien de phoques gris se reproduisent en baie de Somme? Donc, la population de phoques gris qu'on voit actuellement en baie de Somme n'est pas considérée comme reproductrice. Il y a depuis 2008 une femelle ou deux femelles en fait, qui ont tenté de mettre bas. Donc on a au total maintenant 6 jeunes qui sont nés en baie de Somme depuis 2008. Enfin, toutes les naissances sont terminées par un échec, puisqu'il n'y a pas eu un sevrage complet du jeune. Le dernier en date, donc, c'était en janvier cette année, donc avec un jeune qui a été retrouvé mort à l'âge de 7-8 jours à peu près. Chose, c'est les épines. Les épines. Ça ne vit que dans les épines. C'est fragile et en fait, sa seule défense contre les prédateurs, c'est de vivre dans les épines. Il profite donc ici des argousiers et des pruneliers. Il est coquin, non? Je limite pas, il vient voir et puis dès que je limite, je l'éteins. Impressionnant, il est impressionné quoi. Il est très très près. Hein. Ah oui, il est là dans votre pied quoi. C'est joli, mais c'est assez nul en fait. C'est toujours des tout. C'est pas prolongé. C'est pas prolongé, vous voyez, il n'y a pas de... Il manque des trucs. Par contre, c'est très improvisé, on n'entend jamais deux fois la même chose. Hein. Alors ah, il est là, mais il est un peu plus loin maintenant.
passé toutes ses vacances à Saint-Valery depuis 1910 jusqu'à son décès. Et chaque fois qu'il était à Saint-Valery, il faisait de la peinture. Il partait sur la digue, il partait avec son vélo dans la région, dans les marais de Ribeauville, dans la campagne. Et il peignait. Les deux, la lumière et la couleur, l'animaient. Il cherchait la lumière, il recherchait la perfection qu'il n'atteignait jamais. De son vivant, il faisait des expositions dans la région parisienne. Et il a exposé une fois à Abbeville en 1950. Et c'est la seule trace qu'on ait d'exposition dans la région. Et il ne cherchait pas du tout à vendre ses œuvres. Il préférait les donner plutôt que de les vendre. Je ne sais pas s'il aimait beaucoup les oiseaux. À cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup d'oiseaux. Il y a une certaine émotion de voir ça comme ça et voir que les gens admirent ce qu'il a pu faire. Dame Nature, là, il n'y a pas longtemps, elle nous a envoyé pour chercher des histoires. Ouais. Les histoires, il y en a qui courent, il y en a qui sautent, il y en a qui sauvent. Hein, qui sauvent comme le soleil, là-haut. Hein, et puis il y en a qui mouillent comme... Ouais, c'est ça, la pluie. Ouais, j'avais un gros problème parce que je savais pas comment il fallait en trouver des histoires, moi. Alors je suis allé le voir, lui. Et j'ai dit, hein, comment on en trouve des histoires? Bah, à mon avis, moi je t'avais dit que si tu veux trouver des histoires, eh ben les histoires, il faut les attraper et il faut les piéger. Il faut un piège à histoire. Le héron, on le reconnaît parce qu'il a un très long bec. Alors, effectivement, le héron, avec son long bec, il va chercher dans l'eau des poissons, puisqu'il aime bien le poisson, le héron. Et justement, c'est une histoire de poisson qu'on va voir ensemble. Je vais vous raconter l'histoire de ce héron. C'est un héron qui se promenait autour d'une rivière. Comme dans le parc de la Bouvac. Vous êtes déjà allé au parc de la Bouvac? Eh bien, le héron, il se promenait autour d'une rivière, comme la rivière que l'on a au parc de la Bouvac. Donc, il se promenait avec ses grandes pattes. Il avait très faim et il voulait manger quoi, Louis? Du poisson, effectivement. L'important, c'est de montrer que le musée a un rôle conservatoire aussi. Que les animaux naturalisés, ce n'est pas une chose triste ou une chose embêtante, au contraire. Ça parle d'une histoire des collections, d'une histoire du goût et aussi d'une capacité de préservation de spécimens. Ces oiseaux-là, ce sont des oiseaux exotiques et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très belle collection d'animaux naturalisés et exotiques et on les a séparés en 3 parties. La première partie, ce sont les oiseaux qui sont encore en vie, des espèces qui sont encore en grand nombre. La deuxième partie, ce sont des oiseaux qui sont, en voie d'extinction, donc qui sont très protégés, surveillés. Et la troisième partie, ce sont des oiseaux qui n'existent plus. La Nouvelle-Zélande est restée à part. Donc elle est partie au milieu de l'océan,
Elle était à 2000 km de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, et elle est partie avec ce qui était dessus à ce moment-là. Il y a 85 millions d'années, pas de mammifères, ça remonte à 65 millions d'années. Il y avait des reptiles, comme ce charmant tuatara que vous voyez ici. Il a génétiquement un tout petit peu changé, mais franchement pas grand-chose. Et il continue à avoir une vie qui est comme à l'époque des dinosaures. Alors on ne sait pas combien d'années ils peuvent vivre. Hein. Ça dépasse les 100 ans. Ça on le sait parce que l'un d'entre eux a commencé à se reproduire quand il avait 100 ans. Donc ça nous laisse... Pour la première fois, il a commencé à faire des petits. Vous voyez, ça laisse beaucoup d'optimisme dans nos propres vies. J'ai voulu rencontrer les gens de la conservation animale et raconter leurs histoires. Mais à l'époque, je photographiais pas beaucoup. C'était pour moi un accessoire. C'était une façon de voir les choses, de présenter, quoi. J'écrivais, je peignais, je faisais des montages, etc. Donc j'ai fait mon premier bouquin sur l'Afrique, après le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà un niveau photo qui était beaucoup plus développé, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte à quel point ce pays était extraordinaire, la faune était spéciale et les histoires étaient superbes à raconter. Ici, vous avez 3 espèces, dont 2 que, si vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, vous verrez tout le temps. Le tui, qui est un équivalent de notre merle. Donc, et le tui est l'un des oiseaux les plus intelligents de la planète. Tellement intelligent que les Maoris l'entraînaient à parler, lui apprenaient des phrases entières. Les oiseaux, c'était les rois de la Nouvelle-Zélande. C'est le pays où c'était leur royaume. Il y avait essentiellement des oiseaux avant qu'on y arrive. Il n'y avait pas de mammifères terrestres. Vous avez ici un kia. Pour ceux qui sont déjà allés en Nouvelle-Zélande, c'est absolument inoubliable. C'est un perroquet alpin, enfin en tout cas qui est devenu alpin, puisqu'il a une pression telle dans le reste des îles qu'il est passé en altitude. Maintenant, il vit au-dessus de 2000 mètres. Des espèces qui avaient disparu, qui étaient déclarées éteintes, comme le kakapo, le perroquet terrestre que je présente, comme le takae, elles ont été ramenées à la vie. On ne va pas dire reconstituées, parce qu'on n'a pas un fantasme sur de l'ADN comme dans Jurassic Park, on n'a pas fait ça. Mais à partir de certains oiseaux, de rares oiseaux, on a reconstitué une espèce par un travail énorme et par une grande implication. Donc ça marche. Non, encore une fois, c'est ce qu'on disait pour le dernier film allemand qu'on a vu, c'est hyper culturel. Tu vois, accepter cette musique de carrousel, ce rythme de promenade. Il n'y a jamais eu autant de documentaires de produits en ce moment, il y a plein de chaînes. Moi, le souci que je rencontre et qu'on rencontre, c'est que c'est très gazaïfié, il faut que ça rentre dans une case dans les chaînes. Donc, ça restreint l'auteur, ça restreint donc le producteur. On est en face clairement d'un besoin d'audimat. On a du mal maintenant à justifier un film sans qu'il y ait une caution scientifique, attention, pas un passionné, un rêveur ou un dessinateur, mais non, toujours un peu un scientifique. Donc ouais, moi je trouve que la mode c'est ça, c'est l'homme animal. Je pense qu'il faut aider les gens à s'identifier. Voilà, moi je pense que je suis extrêmement touché par une histoire originale, extrêmement bien traitée, d'où l'importance du commentaire. Et puis peut-être des images un peu moins flamboyantes, un peu moins ralenties, un peu moins drone, un peu moins... J'ai l'impression que quand on rencontre un diffuseur, l'histoire est importante, toujours heureusement, mais après quand on rentre en production, la production est toujours là en train de nous parler de technique, de qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez filmer, et en fait ils oublient le fond de l'histoire. Donc, et tant qu'on donne de l'importance à l'histoire, on continuera à faire des films. Ces mâles ne sont pas apparentés, pourtant ils forment une équipe. Seul un effort synchronisé impressionnera une femelle. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est la sorte d'île que vous avez face à vous là-bas. Donc cet îlot, c'est un îlot de nidification, donc sur lequel vous allez observer 2 espèces quelque peu emblématiques sur le site, que sont les chasses blanches et la vossette élégante. Je ne sais pas si ces noms-là vous disent quelque chose. C'est le seul oiseau d'avoir un bec, je dis bien le seul oiseau, à avoir un bec recourbé aussi haut. On a aussi quelques couples de mouettes mélanocéphales, c'est-à-dire c'est une autre espèce de mouette qui est la plus rare.
historiquement, jusqu'à en gros une dizaine d'années, on était sur les anciens bassins de décantation de la sucrerie d'Abbeville. Et vous doutez bien que pour transformer une betterave toute sale en un morceau de sucre tout blanc, il en faut de l'eau quand même. Hein. Donc l'eau, entre guillemets, on peut dire sale, entre guillemets, donc venait de la sucrerie par un système de canalisation, était déposée ici, décantée, c'est-à-dire que on laissait l'eau stagner et les sédiments se déposer, et cette eau décantée était expulsée, était sortie de la réserve par un système de pompage. Ça, c'était la phase industrielle. Donc l'optique, ça a été de faire d'ici une réserve ornithologique. Là, vous avez ta dent. Oui. Et on a quelques barges à queue noire qui sont sur l'îlot face à vous là-bas. Ah, les barges à queue noire, c'est la même famille que tout à l'heure, la Vaucette et les chasses. Et comme son nom l'indique, bon, elle a une belle tache noire au bout de la queue, les pattes qui dépassent légèrement au niveau du corps. Et si on compare avec on va dire sa cousine qui est la barge rousse, qui est globalement de taille à peu près identique, mais à la différence, là, on ne retrouve pas ni la bande à l'air, ni la tache noire sur la queue, et les pattes sont beaucoup plus courtes. D'où, je le répète, la nécessité d'être équipé quand même, lorsqu'on vient faire ce type d'observation, d'optique assez performant. Alors on a également, et là vous avez de la chance, vous avez, regardez là, juste, il me semble les avoir vus tout à l'heure. Vous voyez le Foulque macroule en référence, vous avez deux oiseaux, pardon. C'est l'emblématique là encore, grèbe à cou noir. Là c'est sympa, là vous avez de la chance. Là. Ah oui. Et vous avez donc Foulque macroule à sa droite, vous voyez en différence de taille. Hein. On a toujours comme référence pour la découverte des oiseaux le parc du Marcanterre, mais c'est aussi intéressant de voir d'autres sites. Et je trouve qu'ici c'est plus intimiste, il y a moins de monde. Voilà, puis on est plus au calme. Voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est dépaysant et reposant.